Saint-Jacques-de-la-Mer, presqu'île de caractère, n'est pas un film d'aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un film d'hier. Disons qu'il est à la fois d'hier et d'aujourd'hui. Le paysage ici a la particularité de changer d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, ce qui fait qu'on y revient toujours entre marée montante et marée descendante. C'est d'abord par sa géographie que Saint-Jacques-de-la-Mer s'est développé et a forgé son caractère. Ah, je peux les nommer, toutes les pierres, bien sûr, parce que étant jeune, j'ai parcouru toutes ces pierres, là, voyez-vous, je les connais tous par cœur, les noms, vous savez, que ce soit Grand Roche, Petite Roche, la Margatière, Guégla, l'Annelière, les Grands Champs, les Potes, la Porte Merdouze, le Pertuis à la Souris, le Pertuis à Charlemagne, la Moussa, le Roche-Madame, les Imerzy, le Faunet, le Roche-Noir, la Bête, Tête de Bue, les Timonets, l'Ormélière, et ainsi de suite, la Gouffra, les Rettes, et ainsi de suite, le Moine. Saint-Jacques-de-la-Mer n'est pas une presqu'île comme les autres. Il suffit de se rendre au chef de l'île, sur la pointe du chevet, pour saisir d'un seul coup d'œil l'attrait de cette avancée vers le large. C'est là que Jean-Baptiste Lemoine nous avait fixé rendez-vous. C'est ici, ce caillou-là, qu'on appelle l'œil du maître, que j'ai appelé l'œil du maître, moi. Parce que je venais ici pour attendre que la mer se retire, quand j'arrivais un peu trop tôt, que la mer n'était encore haute, j'attendais ici, derrière ce rocher à l'abri, que la mer se retire pour descendre. Et c'est là qu'un jour, en compagnie de mon fils, Alain, et d'une petite fille qui s'appelait Caroline, et regardez au large la mer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Caroline? Je regarde, Jean-Baptiste, mais je regarde la mer, tu vois. Comment tu trouves le coin, Caroline? Il est beau, qu'elle me dit, la petite. Je dis, c'est bien le plus beau pays du monde. Mais oui, Jean-Baptiste, tu n'as qu'à regarder le autour de toi. Tu vois bien que c'est le plus beau pays du monde. Regarde tous ces beaux rochers, tous ces beaux cailloux. C'est le plus beau pays du monde. Regarde l'île des Ébillats. Regarde la mer comme elle est belle et tous ces rochers. Voyez-vous, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a aucun doute, c'est Saint-Jacques. Fils et petit-fils de marins-pêcheurs, Jean-Baptiste Lemoine est né en 1901, au cœur de ce village ramassé sur lui-même, avec ses rangées de maisons disposées dos au vent, épaule contre épaule. On voit la perspective de Saint-Jacques, on la voit bien là, comme ça. C'est comme ça qu'on la voit mieux d'ailleurs. Parce qu'on voit toutes les rangées de maisons, voyez-vous. Des alignés de maisons qu'il y a en rangée, c'est unique dans la région. Ils tournaient le dos au vent dominant, qui était les vents de nord, nordais et norois. Et ils tournaient le dos, il n'y avait aucune ouverture, cap au nord, au norois et au nordais, aucune ouverture. Toutes les ouvertures se trouvaient cap au sud. Alors ils étaient à l'abri des vents, complètement à l'abri des vents. Quand en 1947, l'écrivain Florian Leroy découvre Saint-Jacques, il décrit ce bourg comme un village de pêcheurs, bâti au hasard des pêches miraculeuses et selon des traditions qui en font une réplique de l'île de Sein. Il y ressent la même sensation d'étouffement entre des maçonneries trop rigoureuses et le besoin de chercher un peu de ciel dans un interstice entre deux toits.
le port du Châtelet à marée basse. Ce jour-là, Pierre Aubin s'affairait autour de son bateau La Mascotte. Il était l'un des derniers pêcheurs professionnels de Saint-Jacques. Non, nous, les bateaux qui existent maintenant, mais maintenant, c'est principalement des Paimpolais qu'on a. C'est fait à Paimpol, les bateaux, les nouveaux, quoi. Ils l'ont fait à Paimpol depuis une trentaine d'années, quoi. Mais avant, c'était des bateaux qui étaient beaucoup plus vieux et qui étaient faits dans la Rance. Pierre Aubin a commencé à naviguer comme mousse en 1935, à l'âge de 12 ans. Il a été le témoin privilégié de l'évolution de la pêche à Saint-Jacques. Il y avait des séries de bateaux. Il y avait des séries, c'était des bateaux de 14 pieds. Après, des 14 pieds, il y avait des 17 pieds et des 18 pas. De petits bateaux des 14 pieds, comme ça. Ça faisait pas grand, hein, ça faisait à peine 5 mètres. Et puis, on était quand même 5-6 à bord. Hein. Et la voile, il y avait très peu qui avaient des moteurs. C'était à la voile, c'était ça, le métier. Il y avait plus de mal quand même, malgré tout. Hein. Parce qu'on partait de Saint-Jacques, on allait au Cap-Fréhel à l'aviron, 3h30 de route, et autant pour revenir des fois. Hein, on faisait 7 heures d'aviron dans la journée. Hein. Et ça ne nous empêchait pas de pêcher quand même, pareil. C'était du boulot. Hein. On partait le matin, des fois, 1h30, 2h pour arriver au jour. On arrivait, on était jeunes, on dormait sur les avirons. Ah, le patron, qui était souvent un ancien, qu'on voyait un ancien, nous, à l'époque, il avait 40 quelques années, mais pour nous, il était vieux, quoi. Il nous disait, vous dormez, le bateau va virer de bord. Parce que des fois, on était 2 jeunes d'un côté, il y avait deux types plus âgés de l'autre côté. Alors, nous, les jeunes, on choupait, quoi. Ben, vaut mieux vivre maintenant, hein. C'est préférable. Alors la pêche que vous faisiez, c'était le filet? C'était le filet, la pêche à la ligne. La pêche à la ligne à la main. On pêchait le poisson à la main. Et puis, tandis que maintenant, c'est complètement fini. Ça a changé beaucoup, quoi. Ça a terriblement changé, hein. C'est-à-dire que surtout depuis 40 ans, quoi. Pendant la guerre, il y avait beaucoup de bateaux. Enfin, beaucoup de bateaux. C'est-à-dire beaucoup, il y avait une trentaine de bateaux de pêcheurs, 30-35. Et il y avait environ 150 pêcheurs à l'époque. Tandis que maintenant, il en reste très peu des pêcheurs professionnels à Saint-Jacques, il y en a plus. Il y en a peut-être 1 ou 2, c'est tout. C'est fini. C'est terminé, la petite pêche. Et Saint-Jacques a bien changé, c'est complètement changé. D'autrefois, c'était la vie maritime, c'était la vie de la pêche. Dans le moment où je le pense, il y avait que la pêche, pour ainsi dire, aussi. Il y avait quelques petites fermes ici à Saint-Jacques, mais très petites. Mais par contre, il y avait beaucoup de pêcheurs que leurs femmes s'occupaient et avaient 1 ou 2 vaches. Beaucoup. Ici, à Saint-Jacques, il y avait au moins... Il vivait un peu de la terre et un peu de la mer. Et beaucoup de la mer, mais un peu de terre aussi. C'était pas rare de voir ici des petites exploitations d'1 ou 2 vaches et 3 vaches. C'était pas rare. C'était la pointe, quoi. Avant 1850, il n'existait pas de port de pêche à Saint-Jacques. Les seuls abris étaient le port de la Chapelle au sud-est des Ébillins et un échouage rudimentaire au Châtelet, sans aucun ouvrage de protection. Les bateaux accostaient le plus souvent à la cale de la Banche pour débarquer le poisson. La présence de cette cale est attestée dans les archives depuis plusieurs siècles. La construction d'une cale et d'une jetée en pierre de taille longue de 70 mètres transforme en 1850 le simple abri d'échouage du Châtelet en un véritable port. À l'extrémité du môle se dressait un phare à pétrole tout à fait rudimentaire qu'il fallait allumer chaque soir durant la période d'hiver. C'était le rôle du métou de feu, qu'on appelait aussi le bout de feu. L'accès au port du Châtelet étant impossible en période de morteau, un deuxième port a été construit à la Houlcosseul en 1880. Les bateaux pouvaient y accoster à toutes les marées.
Ici, il y avait 2 petits ports. Et alors, il y avait le port du Châtelet qui était un port de repos, vous voyez. C'était le repos pour l'hiver. Les bateaux, quand il y avait du mauvais temps, naturellement, ils ne restaient pas là où seul, ils rentraient au port du Châtelet, ils n'étaient plus abrités. Et le port d'été, c'était vraiment le Houcquesol. Tous les bateaux étaient là. Les grands bateaux, les chalutiers étaient au large, et les barcotiers, les petits bateaux, étaient à l'intérieur. C'est plus près de la côte. La tradition de la pêche à Saint-Jacques remonte au XIXe siècle. Ah, mais de tout temps, c'était des pêcheurs ici à Saint-Jacques. De tout temps. Mais j'étais, même deux fois, j'étais bien plus conséquent que ça. J'étais bien plus. Il avait des grands bateaux, donc, les carrés, là, ou les glaïos, c'était des grands bateaux. Et il n'avait qu'une voile. Hein. C'était une voile carrée, c'est pour ça qu'on les appelait les carrés. Il n'y avait pas de pont. Et le fond du bateau, le laisse, c'était des platins de 5 ans. C'était des grosses pierres plates qui étaient dans le fond du bateau, et il marchait dessus. Alors l'hiver, naturellement, il avait des petites bottes, des gros sabots en bois, et puis au-dessus, c'était de la toile, goudronnée en général. Et puis l'été, ma foi, il marchait facilement du pied dessus. Pour virer de bord, ces bateaux-là, il fallait qu'ils virent vent-arrière. Mais c'était des experts, ces hommes-là, dans ce temps-là. C'était des vrais experts. Ils manœuvraient leur bateau comme ils voulaient, au fond. Archives et récits constituent la mémoire d'un lieu. Michel Duédal a été le premier à mettre en valeur cet héritage. J'ai entendu un vieux Géguin qui entendait son père parler des vieux glaos, ou des grands glaos, enfin des grands carrés. C'est des bateaux très rustiques, mais assez grands, puisqu'ils embarquaient parfois une douzaine. Et là, ils allaient pêcher l'arrêt au filet, ils allaient en baie de Saint-Brieuc un peu partout. Et on m'a même dit qu'ils allaient vendre parfois jusqu'à Granville. Il y a des bateaux qui avaient jusqu'à 30 pieds de long. Il allait en pêche jusqu'à dans la déroute, aux îles Jersey et tout ça. Il allait en pêche là. Ils vendaient leurs poissons à Granville et au Légué. En général, c'était ces bateaux-là, les carrés là, c'était des bateaux qui mettaient des lignes, des cordes, au large. C'était pour pêcher la raie. Alors ils pêchaient des quantités de raie, et alors, naturellement, Saint-Jacques ne pouvait pas absorber tout ce poisson-là. Ils allaient vendre leurs poissons jusqu'au Légué et à Granville. Ils restaient des 3 et 4 jours en mer, 4-5 jours. J'ai mon grand-père, moi, maternel, il est mort à bord de son bateau. On a pu le ramener qu'au bout de 2 jours. Parce qu'il y avait du calme. Au bout de 2 jours, on l'a ramené, mais il était mort. Pas une condition cérébrale. Mon grand-père maternel. Oui. La réputation des Jaguins pêcheurs de raie ne s'est pas faite seulement en mer. À terre, elle se faisait surtout sentir à des kilomètres à la ronde. Ah, les rats de Saint-Gélieu, oui. Ils pêchaient donc les raies, et il y avait le mode de préparation pour la conservation des raies. Ils les faisaient mariner à quelques jours en saumure, et ensuite ils les faisaient sécher, ils les mettaient sur les façades des maisons, tout simplement. Mais la raie en séchant, ça prend parfois des odeurs assez fortes, une odeur d'ammoniac. Et quand les vents venaient du nord, eh bien évidemment, les odeurs de raie remontaient dans l'intérieur des terres, et les gens savaient que Saint-Jacques, il y avait donc les raies. C'était la pêche ici. La raie. Voyez-vous, puis c'était un aliment des gens, voyez-vous, les pêcheurs et tout ça, c'était leur réserve pour l'hiver. L'hiver, ils mangeaient de la raie, et ils mangeaient des maquereaux, ils mangeaient de la raie salée qu'ils mettaient à sécher le long des murs, des maisons. C'est pour ça qu'on voit encore des maisons maintenant avec des os de cochons ou de moutons qui sont plantés dans le mur. C'était pour mettre à sécher les fils de raie. Ils étaient salés et ils les mettaient à sécher là, et puis ils les mettaient dans des grands paniers avec de la paille dedans. Ils se conservaient facilement 6 mois. Ah, ça sentait mauvais. oui. C'est pour ça que bien souvent, quand il était en discussion avec les petits jaunes, c'est-à-dire les catins, qu'on appelait les petits jaunes, ils les appelaient les Awawa, on les sent à 500 mètres. On les sent arriver, parce qu'ils étaient imprégnés de raie. C'est exact, ça.
C'est Billot ne s'est pas trompé là-dessus. Hein. Oui, mais il a dit des bêtises, c'est Billot, chez les Jaguins. L'écrivain régionaliste Paul Sébillot décrit Saint-Jacques comme un bourg malpropre dont les habitants ne se marient qu'entre eux. Pour Michel Duédal, Sébillot a parfois chargé la barque de ses remarques désobligeantes à l'égard des Jaguins. Les histoires de Sébillot sur Saint-Jacques, il faut voir qu'il a récolté toutes ces histoires en dehors de Saint-Jacques, entre autres avec des femmes de Saint-Cas, parce qu'il a beaucoup travaillé sur Saint-Cas. Et entre autres, une brave dame de Saint-Cas qui lui a beaucoup raconté d'histoires, c'est la Guinette. Elle était réputée pour être très menteuse, et il y a une expression qui est restée. Il y avait dans sa cour, elle avait un puits, et les gens qui buvaient de l'eau du puits de la Guinette étaient considérés comme étant des menteurs. On disait toujours, quelqu'un qu'on considérait qui est en train de dire un mensonge, et au tatabu de l'eau du puits de la Guinette. Il y a toujours une grande opposition entre les pêcheurs de Saint-Cas et ceux de Saint-Jacques. C'était des histoires de pêche, uniquement. Des histoires de pêche. Les Jaguins, voyez-vous, c'était des gens qui étaient assez fiers d'eux-mêmes et tout. Et ils se croyaient à bien leur appartenir parce que c'était c'était les plus nombreux, probablement. Peut-être les plus roués aussi, on ne sait pas. Peut-être bien. Oui, ils croyaient que la mer leur appartenait, quoi. Les Bourdinos, c'était à eux. Bien qu'ils étaient sur la côte de Saint-Cas, ils disaient les Bourdinos sont à nous. Ils ne sont pas à vous. Les Jaguins étaient Jaguins, il n'y a pas, et ils s'opposaient à tout le reste. La bataille des Bourdinos, c'était des moqueries, mais enfin, il y avait un fond de vérité là-dedans quand même. Dans toutes ces histoires-là, il y a un fond de vérité. Les Bourdinos sont des îlots rocheux situés au large de la pointe de Saint-Cas, dans un secteur très poissonneux. Une guerre sans merci s'est alors déclarée entre les Jaunais de Saint-Cas et les Jaguins de Saint-Awawa. Ah, mais Wawa, c'est oui, parce que soi-disant, j'ai toujours dit ça, que les Jaguins, quand ils parlaient, ils aboyaient. Oui, quand ils parlaient, parce qu'ils parlaient fort et tout, il disait qu'il aboyait, c'est pour ça, c'est à Wawa. Mais non, mais moi, c'est une autre chose, c'est pas ça du tout. C'est bien qui a dit ça, mais c'est une moquerie, ça. C'est pas ça du tout. Saint-Awawa, voyez-vous, de tout temps, il a été honoré par les pêcheurs. Et ce n'est pas un mythe, il existe, Saint-Awawa. Quand vous allez sur la plage de Rougeret, ou alors au large de Rougeret, vous voyez dans la falaise un rocher qui a une forme humaine. Et on dirait qu'il tient un bâton dans sa main, comme Saint-Christophe. Mais ce n'est pas Saint-Christophe, c'était Saint-Awawa. Et alors les vieux dans le temps l'honoraient, Saint-Awawa. Et même maintenant, on le peint toujours dans la falaise. Il est peint en blanc, on peut encore le voir maintenant, c'est peint en blanc. Mais d'autres fois, c'était les pêcheurs qui allaient le peindre. Tous les ans, il était peint. Et quand les pêcheurs passaient devant, ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire « Saint-Awawa, donne-nous des macarios, donne-nous des maquereaux ». Il implorait Saint-Awawa. Mais ça se perd dans la nuit des temps, ça. Alors ce n'est pas un mythe du tout. Avec ou sans l'aide de Saint-Awawa, la pêche connaît à la fin du XIXe siècle une période relativement faste. On recense alors 35 bateaux armés par 116 marins. Mais l'évolution des techniques de pêche et la nécessité de réduire les équipages sonnent le glas des glaos. Nous sommes en 1903. Cette carte postale symbolise à elle seule la principale activité des Jaguins tournée vers la mer. Le photographe a réuni sur ce cliché 27 des marins pêcheurs de l'époque qui attendent la marée pour aller pêcher le maquereau. C'est un village complètement de pêcheurs. Ils vivaient qu'entre eux. C'était un village de pêcheurs complètement. Oh, ici, il fallait compter au moins une quarantaine de bateaux. Dans mon jeune temps, c'était les dragouts, qui étaient les moins nombreux. Il y avait à peu près une dizaine de dragouts. Et puis une trentaine de petits bateaux qui faisaient la pêche au maquereau. Et puis différentes pêches aussi. La pêche au lieu, la pêche au turbo, la pêche au goujon, la pêche aux cordes.
La flottille de Dragou ayant été décimée par une tempête en 1904, un nouveau type de bateau plus léger et plus manœuvrant est apparu. C'est le canot de Saint-Jacques, particulièrement bien adapté à la pêche du maquereau. Nous avons retrouvé à la Cinémathèque de Bretagne des images de l'un de ces maquerotiers de Saint-Jacques, tourné en 1950 par Amaury Amonique, qui était photographe à Saint-Brieuc. Construit en 1928 et baptisé Léon, ce canot jaguin a navigué jusqu'en 1960 dans les parages du Cap Fréhel et du Fort Lalatte. Saint-Jacques est réputé, enfin, il a créé sa réputation sur la pêche au maquereau. Alors, au début du siècle, ils ont pêché à ce qu'ils appelaient la pêche à la phare. Ils ne connaissaient guère que ça d'ailleurs, jusque dans les années 30. L'appât le plus recherché par les pêcheurs de maquereau était le chevelin, c'est-à-dire de la très petite crevette pêchée par les chevelinoirs. Vers 1900, Alain Raison du Closiou a photographié quelques-unes de ces femmes équipées de leurs grands appelets à quenouilles qui attendent que la mer baisse pour descendre dans l'Arguenon. Alors toute la saison du Macquario, il y avait la pêche de la phare, il fallait fournir en phare absolument. Ça n'avait pas de problème, il fallait en fournir. Quel que soit le temps, quelle que soit la marée, ils se débrouillaient, mais il fallait ramener de la phare. Ça, c'était primordial. Les femmes étaient pêcheuses. Pêcheuses de chevelin, pêcheuses de manceaux. Il allait dans les grèves, dans les valles de l'Arguenon, dans l'Arguenon, vous savez, dans les fosses de l'Arguenon. Ils tendaient avec leur avenir pour faire cette petite pêche-là. Et c'était la phare pour les bateaux, ça. Quand arrivait au mois de mai environ, on faisait la phare, les bateaux. Alors les bateaux étaient ancrés, et puis il y avait des femmes qui allaient chercher l'appât. Il y avait 2 femmes environ, des fois 3, et puis ils prenaient des petites crevettes grises là, qu'on affarait, c'est-à-dire qu'on jetait le long du bord quoi, pour appeler le maquereau, ou alors des couteaux qu'on écrasait dans des auges en pierre, et qui étaient pilés, alors, et ça nous servait pour prendre des maquereaux. Les manceaux, c'est les couteaux. C'est les couteaux. Ils prenaient ça avec une baleine de parapluie, et puis ils en prenaient des paneries, qu'ils écrasaient à leur arrivée. Ça de la boîte. En général, il était 4 femmes par bateau, dans ce temps-là. Et puis il avait un demi-lot. Et alors, quelquefois, quand c'était la morteau, il allait chercher des coques, et puis des catacos, c'est-à-dire des petits crabes verts et rouges, qui cuisaient et qui écrasaient exactement comme les manceaux. Saint-Jacques ne vivait pour dire qu'avec ça. Alors ils embarquaient le patron, 2 ou 3 matelots, un spécialiste du bord qui était la farouche, c'était parfois le patron d'ailleurs, celui qui jetait la phare le long du bord. C'était une technique très particulière qu'il fallait bien posséder. Les maquerotiers travaillaient le plus souvent au mouillage, mais aussi à la dérive quand le courant était trop fort. Le rôle de l'afarou, personnage clé du bord, consistait à maîtriser la trace huileuse formée par la phare pour attirer le maquereau et faire en sorte qu'il se jette sur les hameçons. Composer la phare et le mélanger en fonction de l'état de la mer relevait d'un savoir-faire qui n'était pas donné à tout le monde. Entre les 2 guerres, Saint-Jacques s'est imposé comme le premier port du département des Côtes-du-Nord pour la débarque du maquereau. Il y avait des bons pêcheurs à Saint-Jacques, des très très bons. Oui, c'est sûr. Félix Carré, aux côtés de son beau-frère Joseph Pétry, brandit le maquereau comme un trophée. Quand ça donnait, tout allait bien. Mais quand ça ne mordait pas, c'était la catastrophe. De l'abondance ou de la pénurie de ce poisson dépendait l'aisance ou la misère. J'ai connu Saint-Jacques, il y avait 200 pêcheurs, ça faisait vivre toute une population. Un seul petit bateau de 14 pieds faisait vivre 9 familles. Il y avait 5 hommes à bord. Il y avait un mousse. Il y avait en plus 4 chevelinoirs, 4 femmes qui allaient chercher de l'appât pour ces bateaux maquerotiers, parce qu'on les appelait les maquerotiers. En 1936, en plein Front populaire et en pleine crise de la pêche côtière, les pêcheurs de Saint-Jacques n'implorent plus Saint-Awawa. Point levé, une partie d'entre eux se bat sous l'égide de la CGT et du Parti communiste pour
pour obtenir l'amélioration de la législation sociale appliquée aux marins-pêcheurs et inchangée depuis Colbert. Sur toutes les côtes bretonnes, une colère inédite se propage d'un port à l'autre, portée par des organisations d'obédience politique différentes, comme le secrétariat social maritime du révérend Père Lebray. D'autres cinéastes, comme Anselme Delattre et l'abbé Vallée, se sont emparés de leurs caméras pour témoigner de la misère. Tous militent pour que ceux qui pratiquent ce métier de marin puissent continuer à en vivre et que le statut des femmes soit pris en compte. De la baie de l'Arguenon à la baie de Saint-Brieuc, le combat quotidien pour la survie économique était le même. La pêche au coq était une activité réservée aux femmes. Elle sillonnait la Grève jusque dans l'estuaire de l'Arguenon. Dans toute la baie de l'Arguenon, et pas seulement la baie de l'Arguenon, un peu partout, quand il n'y en avait plus là, ils allaient ailleurs, il y avait une armée, au moins une trentaine, parfois plus, de jéguines qui s'éparpillaient sur les grèves, sur les banches et qui pêchaient les coqs. Ils travaillaient souvent par équipe de 3 d'ailleurs. Dans l'équipe de 3, donc, il y a une qui pilotait, c'est-à-dire qu'elle marchait sur la vase encore un peu humide, et les coqs, au bout de quelques minutes, toutes les coques remontent en surface. Alors la seconde ramassait toutes les coques, faisait des petits tas, et la troisième était chargée de ramasser, de mettre ça en panier. Quand le panier était plein, de remplir les sacs ou les mannequins, enfin. Ah, ben il y avait les pêcheuses de coqs, pas les hommes, hein, c'est les femmes. Pêcheuses de coqs. Ça, c'était des femmes formidables. Formidables. Comme on ne peut pas voir nulle part. Vous savez, quand on les voyait partir, vous savez, avec leurs touches sur le dos et leur panier au bras, vous savez, en longue file, vous savez, comme un serpent de mer, quand il traversait le gué de l'Arguenon, là. Fallait voir, par tous les temps, traverser le gué dans l'eau jusqu'au sein. Dans l'eau froide, glacée, l'Arguenon. L'hiver, c'était l'hiver qui faisait cette pêche-là, surtout. Et qui restait des heures entières à pilonner la grève pour attraper les coqs qui étaient enfoncés dedans. En pilonnant la grève, les coqs venaient à la surface. Et puis après, quand tu avais fait une belle bande d'une dizaine de mètres de pilotage de grève, ils ramassaient les coqs qui se trouvaient à la surface. Et les choisissaient, ils ne prenaient que les grosses. Mais c'était un labeur de forçat, ces femmes-là. C'est forçat. Traverser le gué par tous les temps et rester mouillé toute la marée, quelquefois 4 ou 5 heures. Ça, c'est un métier impitoyable. La proximité de Saint-Malo, port Terre-Neuve depuis le milieu du XVIe siècle, a incité de nombreux jaguins à se tourner vers la grande pêche. Ah oui, c'était un métier très dur. C'était un métier qu'il fallait avoir une bonne santé. Puis il fallait pas te douiller. Il fallait pas te douiller au mal. Hein, parce que, vous savez, à Terre-Neuve, les capitaines étaient durs. Il y en avait qui avaient le cœur dur. Hein. Quand on était malade, il fallait être bien malade pour arrêter. Hein. Ah oui. Ah oui, c'était marche ou crève. Hein. C'était bateau plus dur que d'aller à Cayenne au bagne. Hein. À Saint-Jacques, les Terre-Neuvas, qu'on appelait les Longcours, étaient surtout des Biordis qui habitaient autour du tertre de Biord, en dehors du bourg. Alors le recrutement se faisait dans toutes les communes. Ah oui, dans tout, comme par ici, il y avait des villages, il y avait 4-5 marins dans chaque village. C'était une fourmilière de marins. Tréméreux, Ploubalé, Saint-Vathu, Saint-Cor, Le Guildo. Il y avait des marins partout par là. C'était le seul métier qu'on pouvait se dérober pour gagner un peu plus d'argent que de rester à terre, quoi. Éloignés de chez eux pendant 7 à 8 mois, à l'écart des saisons, les Terre-Neuvas ne voyaient des arbres que les ramures dépouillées de leurs feuilles et de leurs fleurs. Ils ne voyaient pas non plus grandir leurs enfants. D'une certaine manière, ça a un peu façonné
La mentalité, le caractère. Le caractère ouais. des gens. Hein. Le caractère des gens et des femmes. Alors, ce que je voudrais dire, surtout, je voudrais parler des femmes un petit peu. Parce que les marins partaient pendant 7 mois hein, sur les bancs de Terre-Neuve. Les femmes s'occupaient des enfants, de l'éducation, de tous les problèmes matériels. C'était le chef de famille. Et puis subitement, le mari rentrait et c'était pendant tout le reste de l'année, pendant 6 mois, il était là jour et nuit, du matin jusqu'au soir. Donc c'était pour elle, il faut s'imaginer le changement de vie. On dit que dans le pays, les femmes ont un caractère très fort et elles sont très volontaires, un peu autoritaires, mais bon, c'est un peu le revers de cette médaille. Ici, tout le monde travaillait, voyez-vous, tous les gens restaient au pays, la plupart, à part ceux qui naviguaient au long cours, parce qu'il n'y avait pas que la pêche, il y avait aussi les marins du long cours, il y avait beaucoup de capitaines au long cours. Il y avait une activité formidable ici à Saint-Jacques. Dans mon jeune temps, il fallait compter 1100 personnes à peu près. Maintenant, on y arrive difficilement à 800. Alors, comment s'est faite cette évolution? Cette évolution est venue aussitôt après la guerre. Aussitôt après la guerre 39-40. Aussitôt, parce que jusqu'en 39, il y avait encore des bateaux de pêche, pas mal. Alors les gens, voyez-vous, ont poursuivi leurs études et puis alors ils ont monté à Paris, la plupart, ou à Rennes, voyez-vous, dans les grandes villes. Après la Seconde Guerre mondiale, la pêche sombre dans le déclin. Un événement climatique, survenu au cours de l'hiver 62-63, a précipité la fin de la pêche traditionnelle à Saint-Jacques. Il s'est passé quelque chose là. Ah, il y a eu un hiver très très froid, quoi. Une période de froid, puis alors en plus de ça, c'était en marée, la mer était basse, il n'y a pas beaucoup d'eau dessus, et c'est pour ça que ça a glacé. Il y avait des banquises de glace, et sur 300-400 mètres de large, surtout pendant 2-3 jours. Alors ça a détruit les pieuvres qu'on appelait des minards dans ce temps-là, quoi. Nous, enfin, c'était un nom spécial, on appelait ça des minards. La disparition des pieuvres au cours de cet hiver 62-63 a provoqué un bouleversement sur l'ensemble du littoral. N'ayant plus de prédateurs, la coquille Saint-Jacques prolifère sur les fonds de la baie de Saint-Brieuc. Attirés par la poule aux œufs d'or, des vocations inattendues naissent autour du port d'Erquy. André Béchet, commerçant à Saint-Jacques, se lance lui aussi dans cette aventure. Il arme un ancien langoustier et recrute Auguste David comme patron de l'imprévu. Oui, je me rappelle de l'imprévu, parce que je suis venu avec mon père, je suis allé à la pêche avec mon père, j'avais une douzaine d'années à l'époque. Moi j'ai commencé en 71 avec lui, ça devait être dans les années 60, 65, où là, de mémoire, il avait acheté un bateau avec, qui patronnait pour André Béchet, une personne de Saint-Jacques, où là il faisait la coquille, les praires et le chalut aussi, avant de se mettre à son propre compte, quoi. Donc c'est un bateau classique qui devait faire dans les 13 mètres, avec la cabine aux 3/4 arrière, une toute petite cabine. En dehors de la saison de la coquille Saint-Jacques, l'équipage jaguin, à bord de l'imprévu, a pratiqué la pêche côtière dans un secteur allant d'Erquy à Saint-Briac. La petite pêche, quoi. Les filets, les casiers, les praires, tout ce qui se pêchait à l'époque en pêche côtière. Bon, ben, si nous on est arrivé à peu près en 60-61 et on venait de Charente-Maritime principalement. Toujours au début des années 60, un autre changement va bouleverser les habitudes locales. C'est l'arrivée en force des mytiliculteurs charentais. Au départ, ces hors-venus ont été vus comme des envahisseurs avec leurs véhicules militaires à 4 ou 6 roues motrices récupérés dans les surplus américains. Ici, on doit être 16 propriétaires, sans compter les familles qui vivent de ça et quelques ouvriers. Enfin, en tout, on doit être une trentaine qui vivent de ça. Ici, on a 35 km. Oui, 35 km de Bouchot. On avait étudié la grève, on pouvait y aller avec tracteur. C'est-à-dire qu'on a déjà d'abord commencé avec engin
américains, là, toujours plus de la guerre et tout ça, 4x4, 6-6. Des boucheleurs, des gars de la Charente-Maritime. Ben, ils sont arrivés ici je crois que c'est en 61, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, ils ont commencé à planter leurs pieux sans avoir de moule dessus, bien sûr. Au début, on a mal pris ça, parce que pour une bonne raison, c'est qu'on s'est dit, les baies vont être prises, ça va nous gêner. Ma foi, il n'y en a eu qu'une de prise, ça ne nous a pas trop gêné. Mais si c'était étendu plus grand, peut-être qu'à ce moment-là, ça nous aurait gêné. Parce qu'on mettait des filets aussi, comme fait Auguste, là. Et vous, les pêcheurs. Alors, il y avait plusieurs pêcheurs à faire ce truc-là. Puis une fois, le terrain était accaparé. On nous appelle les hors-venus. Je crois pas que c'est... Non, c'est pensé, ça. On s'entend très bien, je crois bien qu'on est implanté depuis 60 quand même. Nos enfants se sont mariés ici. On a fraternisé, on est bien avec eux, hein. On est tous bien ensemble, c'est des pêcheurs. Même je vous dis, on est même des mêmes copains. Ah oui, c'est pas... Et au bout d'un moment, on s'est vite... Moi, le premier, je fraternisais avec eux, très très vite. Ah oui, ce sont des marins, quoi. C'est inscrit maritime. Inscrit maritime, oui, alors il n'y a pas de problème, on est très très bien ensemble. Siècle après siècle, les habitants de Saint-Jacques ont su tirer parti de l'estran pour assurer leur subsistance. L'existence de pêcheries installées sur la grève est attestée dès le XVe siècle. Alors ici, il y avait des pêcheries, il y avait 4 ou 5 pêcheries dans le Val de l'Arguenon, là. Et puis une ou deux, à Lancieux. Alors celle de l'Arguenon, ils prenaient surtout de la manillette, des petites méluses, ce qu'on appelle des petites méluses. Quelquefois des padrés, oui. Et puis à celle de Lancieux, c'était plutôt du lansonnet, c'est connu, et du buée. C'est-à-dire des tout petits poissons, tout petits, minuscules. C'était varié. Il ne reste aujourd'hui que très peu de traces de ces installations qui étaient constituées de murets en pierre ou de clayonnages de branchages enchevêtrés. Seule une photographie témoigne de cette pratique. On la doit à Jean Rouxel, éditeur de cartes postales à Dinan. Il s'est lui-même mis en scène, en tenue de ville, au milieu d'une pêcherie. Dès la fin du XIXe siècle, des parcs à huîtres rudimentaires ont été exploités par les Jaguins. Grâce aux vestiges d'un abri, édifié sur petite roche, l'histoire a retenu le souvenir de Jeanne Desparcs, une femme de Saint-Jacques. De son vrai nom, Jeanne Aubin, elle avait fait construire une guérite pour surveiller ses huîtres et les protéger des voleurs. D'où son surnom de la Dame au fusil. Dans les années 1950, Louis Bastard décide de remettre en état ces parcs abandonnés depuis des décennies. À force de patience et de savoir-faire, il crée une entreprise ostréicole prospère. Lorsqu'en 1963, la culture des moules a démarré, Louis Bastard n'hésite pas à se lancer dans l'aventure aux côtés des Charentais, spécialistes des bouchots. Le ramassage du goémon sur la plage de la Manchette et l'extraction de la marne dans la baie de Bosset ont pendant longtemps fourni des amendements marins. On exploitait aussi les grèves, on en sortait ce qu'on appelle la mare, c'est-à-dire la marne, la vase, qui servait d'amendement pour tous les champs des environs. On venait chercher la marne d'ailleurs de très très loin. Et il y avait un trafic de marne très très important entre le Guildo et la baie d'Arguenon et Planquette. Il y avait peut-être, je sais pas, 10, peut-être davantage de chalands du Guildo et de Planquette, qui remontaient la rivière à chaque marée et qui débarquaient leur marne sur les quais de Planquette. Et tous les paysans, peut-être à 10, 15 km, venaient se fournir en marne. C'était les amendements d'époque. La roselière de la baie de Bosset fournissait de quoi recouvrir les toits de chaume. Autrefois, ça a certainement servi pour couvrir la maison. Maintenant, ça sert encore pour faire le cidre. Pour le proprement, on fait une couche de marc de pomme, on fait une couche de roseau, une couche de marc de pomme, une couche de roseau. Ça remplace la paille, ce qu'on appelle le gleu en galop.
couple d'agriculteurs venus de Dol de Bretagne s'approvisionne en roseaux et perpétue à sa manière des gestes disparus depuis longtemps. Saint-Jacques-de-la-Mer a pour origine une implantation monastique qui remonte au 5e siècle. Connue sous le nom de l'Andoir, elle serait l'œuvre de moines évangélisateurs venus d'outre-Manche. Pour le chanoine Ménard, historien et marin, la mer a toujours favorisé les déplacements d'une rive à l'autre de la Manche. La mer que nous appelons actuellement la Manche, en réalité nous devrions l'appeler la mer celtique. Car ce n'est pas simplement au moment de l'arrivée des Bretons, c'est-à-dire au 4e, 5e et 6e siècle, en Armorique, que la mer est devenue la mer celtique, mais c'est bien avant, c'est dès les temps préhistoriques, en particulier dès l'époque du bronze, et l'époque du fer en particulier, qu'on a vu affluer sur cette mer les populations et d'Irlande, et de l'île de Man, et de la Cornouaille anglaise, du Cornoual, et du Pays de Galles, et des îles actuellement anglo-normandes, et puis de l'Armorique. Et alors ça a été un va-et-vient incessant, grâce à ces bateaux excessivement maniables, simples, faciles à construire, que les curaques et les coraques que utilisaient ces populations celtiques. Lorsque un homme a le sens de la mer, lorsqu'il a vécu dans la mer, en contact avec la mer, qu'il a navigué, etc., eh bien c'est extraordinaire ce qu'il peut faire sur la mer. Il peut vivre vraiment sur la mer. C'étaient des moines marins. Ils étaient habitués à la mer. Ils naviguaient, vous savez, dans des coracles. Et quand on connaît bien les courants de la Manche, vous savez, c'est très facile de traverser la Manche. Très facile. Quand on connaît les courants et les marées. Et par conséquent, se laissant dériver, ils pouvaient aller très rapidement à travers la Manche, d'une île à l'autre, d'un rocher à l'autre, etc. Évidemment, tout ça, ça suppose beaucoup d'imagination, et les vrais historiens, les historiens purs, qui s'appuient uniquement sur des faits, sur des dates, sur des choses précises, nous reprocherons, à nous qui faisons des recherches sur ces vieux saints bretons, nous reprocherons de nous laisser notre imagination s'exalter un petit peu. Et puis Jacques est venu, il est venu ici s'installer. Comme ermite, en somme, comme ermite. Et alors, il est venu, et c'est lui qui a construit l'abbaye, c'est-à-dire qui a fondé l'abbaye à Saint-Jacques. Il était venu, il avait probablement, on dit qu'il avait été chassé par les anglo-saxons et tout ça, ou qu'il y avait une épidémie de peste et tout ça. Donc je crois plutôt qu'ils sont venus, moi, pour évangéliser. Évangéliser, parce qu'il était chrétien bien longtemps avant nous. Ils sont arrivés ici vers le 4e ou 5e siècle. Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que l'abbaye de Saint-Jacques s'affirme vraiment en tant qu'institution, exerçant un rôle économique et politique auprès de la population. Elle a eu un rôle excessivement important. L'instruction publique venait des moines, tout, l'administration c'était des moines. Tout leur appartenait, les pêcheries en pierre que je vous disais tout à l'heure, toutes les pêcheries en pierre, c'était les moines qui les ont organisées, qui ont organisé tous les lieux de pêche, tout ça. C'était l'administration, quoi. Et ça a duré jusqu'à sous la Révolution. De l'abbaye de Saint-Jacques et de ces moines qui avaient une importance pendant des siècles et des siècles. D'ailleurs, les seigneurs de Saint-Jacques ont toujours été les abbés de Saint-Jacques. C'est eux qui administraient. Qui administraient au point de vue temporel et spirituel. Ils avaient même le droit de justice, puisque à Saint-Jacques, il nous reste la petite presqu'île de la justice qui a conservé le nom, où on exécutait les gens qui avaient l'heure de ne pas plaire. Mais il n'y a jamais eu de noble à Saint-Jacques, à part les abbés. Enfin, les abbés étaient souvent d'origine noble, enfin. Au XVe siècle, vers 1430,
C'est sur l'initiative des moines, avec à leur tête l'abbé Péan de Ponfilly, que l'île de Saint-Jacques a été rattachée au continent. Ah oui, mais c'était une île avant. Saint-Jacques, c'était une île. Hein. La mer, elle venait là, hein, voyez-vous, là, elle passait là, la mer. Et là, la mer passe ici, voyez-vous. Alors là, on a construit une digue. La digue des moines. Et la digue des moines, il y a une digue qui est là-bas, là, au terrain de camping, ça s'appelle la digue des moines. Il a bouché. La construction de la digue des moines, dans la baie de Beausset, a donc mis fin à l'insularité. Après une période relativement faste, qui a duré un peu plus de 3 siècles, l'abbaye bénédictine de Saint-Jacques perd peu à peu de son influence. À partir de 1650, la vie sociale s'organise autrement autour de la paroisse de Notre-Dame de Landoire, récemment créée. L'abbaye tombe peu à peu en déshérence. Il ne reste plus que 4 ou 5 moines quand survient la Révolution. Elle est alors démantelée. La grande abbatiale est détruite, les terres et les bâtiments, déclarés biens nationaux, sont mis en vente. En 1850, les ruines de l'abbaye sont rachetées par Wilfrid Ita de Nercy, qui entreprend à grands frais d'importants travaux de reconstruction. Il a surtout passé 5 ans à construire une digue pour protéger l'abbaye des assauts répétés de la mer. Au même moment, sur le Sillon, dans le prolongement de la cale de la Banche, une autre digue est construite aux frais de l'État. Ce rempart en pierre a très vite subi des avaries qui ont fragilisé ses fondations. Des poteaux en chêne, appelés ducs d'Albe, ont dû être plantés pour briser les vagues. C'était des gros piquets en bois. C'était des gros piquets en bois. On s'amusait quand j'étais gosse, je m'amusais à sauter les uns sur les autres. C'était des brise-lames. En 1856, la paroisse de Notre-Dame de Landoire prend le nom de Saint-Jacques-de-l'Île pour devenir définitivement Saint-Jacques-de-la-Mer en 1858. En 1875, la famille de Nercy cède sa propriété, qu'on appelle toujours l'abbaye, à une congrégation religieuse pour y fonder une école. Dès le début du XXe siècle, le visage de Saint-Jacques-de-la-Mer a beaucoup changé. Le village de pêcheurs s'est transformé sous l'influence de la vogue des bains de mer et de l'arrivée des estivants, qu'on n'appelait pas encore des touristes. Originaire de Pleurtuis, Émile Gaudu s'exerce à la prise de vue avec sa caméra Pathé Baby. En 1927, il saisit l'ambiance estivale de la presqu'île. Simplicité, vie au grand air, repos et tranquillité sont les mots-clés du dépliant édité par le premier syndicat d'initiative créé en 1925. Loin du tintamarre des stations balnéaires huppées de la Côte d'Émeraude avec leurs palaces et leurs casinos, Saint-Jacques-de-la-Mer cultive sa différence. Des hôtels accueillants, des pensions de famille au charme rustique comme Little Cottage ou Bjore House attirent surtout une clientèle britannique aisée. L'abbaye elle-même devient une pension de famille. La presqu'île de Saint-Jacques-de-la-Mer forme, avec les îles et les îlots qui l'entourent, un archipel aux multiples facettes. L'île des Ébillins tient dans cet ensemble une place de choix. À son point culminant se dresse une ancienne tour de défense construite en 1694 sur les ruines d'un ancien phare à pétrole. On dit que cette tour a été construite grâce à un impôt prélevé sur la pêche des maquereaux. En 1984, des fouilles archéologiques, entreprises sur la pointe sud-ouest de l'île, ont permis de mettre à jour un atelier de fabrication de sel et un habitat coriosolite datant du 1er siècle avant notre ère.
Eh bien, vous avez ici les Juméliaux en face, derrière c'est les Ébillats, vous avez la fameuse Monsa, et c'est là justement qu'on a trouvé, il y a 2 ans qu'on a trouvé 2 cabanes gauloises. 2 cabanes gauloises. Alors les archéologues de Saint-Malo et de Rennes sont venus, puis ils ont fait des fouilles, et ils ont trouvé des coutelas, ils ont trouvé des poteries, des restes de poteries et tout ça. Et ils l'ont identifié comme c'était 2 cabanes gauloises. L'îlot de la Colombière est un îlot plus discret. Ce rocher porte encore les traces de l'exploitation d'une carrière de granit datant du XVIIIe siècle. Si la Colombière fait l'objet de toutes les attentions, c'est qu'elle est devenue une réserve ornithologique qui abrite une importante colonie de sternes. En hiver, d'autres oiseaux de mer, comme les huîtres épis, apprécient l'endroit. Auguste David est chargé de veiller sur le rocher pendant les 5 mois de nidification et d'interdire aux plaisanciers d'y accoster. Il faut surtout avertir les gens Et à quelle occasion est-ce qu'ils ont plus la facilité de venir sur l'île? Au grand marais, quoi. Hein. Au grand marais? Ouais, parce que tu peux y accéder à pied sec. Et l'été, il y a quand même pas mal de gens à se balader, à venir mouiller. Bon. Mais autrement, je vois pas. Il n'y aura pas trop de problèmes quand même, justement. Hein. Auguste David, fils et petit-fils de marins-pêcheurs, a appris très jeune à faire du frotte-bernique dans les parages des Haches et de la Colombière. Et ils ont un esprit à part, ils ont l'esprit lien, que c'est une presqu'île, et d'autres fois, c'est des gens qui ne vivaient qu'entre eux. Donc, toutes les familles ont tous de la parenté. Hein. Ça donnait des complications parce qu'on trouvait les mêmes noms dans les mêmes familles, bien souvent. Ah oui. Même le mari et la femme avaient le même nom. Ils étaient des cousins très éloignés, mais ils portaient le même nom. Presque tous avaient des sobriquets. Presque tous. On parlait génuis, on parlait génuis. C'est assez particulier dans le pays gallo, parce que les Géguins ont vécu un peu confinés dans leur presqu'île, donc leur parler n'a pas évolué comme le reste du pays gallo. Et ils ont un parler un peu particulier, donc, et surtout un accent particulier, un accent un peu chantant, et qui était connu un peu partout, puisque les marchandes de poissons jaguines étaient connues à 20 lieues à la ronde, elles allaient jusqu'à Dinan et quelquefois au-delà. Donc le parler jaguin a été reporté un peu partout. Que retenir d'un passé maritime aussi riche et d'une empreinte insulaire aussi forte? C'est la question que se pose Jean-Baptiste Lemoine en écrivant ses mémoires. En 1914, elles étaient bien une trentaine à faire cet impitoyable métier de tout âge. Même des femmes enceintes, jusqu'à sous les bras. On dit ça jusqu'à sous les bras, voyez-vous, quand une femme était grosse au moins de 8 mois. Pour ce dur combat, la vie, pour lier les 2 bouts et manger à sa faim, sans faire de dette. Parce que je revois ma mère, je revois ma famille, je revois tout le monde. Ils faisaient un métier, ces femmes-là, les marchandes de coques, qu'un homme n'aurait pas voulu faire. J'ai vu ma mère m'arriver et me dire « Savons-ils frais année, mon pauvre petit gars ?» Ah, pour le dire, ça se voyait sur son visage, bleui par le froid. J'ai souvent entendu ma pauvre mère s'exprimer ainsi à son arrivée. « J'avons-ils eu de la misère année ?» Alors, pas toi, ça parle. Faisait-il frais, faisait-il froid, sur les bancs du bay, mais heureuse d'apporter une poignée de sous. Elle avait bien pêché, ça veut dire. Mais elle ne pouvait quand même pas cacher sa misère. Sa pauvre figure décomposée n'avait plus rien d'humain. Jambes et visage bleuis par le vent froid du large, surtout quand les vents soufflaient du nord-est. Ses pauvres mains enflées et tout engourdies par l'onglet. Mais combien de ces belles filles j'ai vues, moi, qui sont mortes
des suites justement de ces intempéries et de ce travail. Combien ont été emportés de maladies de langueur, vous savez, ce qu'on appelle maladie de langueur, la tuberculose, qui faisait des ravages. Il y avait 2 fléaux à Saint-Jacques, comme dans toute la côte. Il y avait la mer et la tuberculose. 2 fléaux. Combien de très jeunes, écoutez bien, de 18 à 20 ans, comme Noémie, Eulalie, Blanche, Rose, certaines avaient à peine 18 ans. J'en ai vu mourir très jeunes, telles que Jeanne, Blanche et Eulalie, emportées rapidement de la terrible maladie de langueur. Et combien d'autres qui n'ont pas doublé le cap des 25 ans, emportés par la misère. Jadouine est fière de l'être. Effectivement, et les femmes, il ne fallait pas les plaindre. Hein. Ils ne voulaient pas les plaindre parce qu'ils vous avaient envoyé promener. Ils étaient fiers, ils ne voulaient pas du tout. C'est un métier noble, au fond. Hein. On disait, ils se culottaient, les Jadouines. Ah ben, ils pouvaient relever leur cotillon. Ils n'avaient pas peur de relever leur cotillon et de montrer leur dessous. Vous savez, ça ne sentait pas le boisé chez eux. Au jeu. C'est des femmes admirables. Il fallait voir les vraies Amazones de mer, voyez-vous. La presqu'île de Saint-Jacques-de-la-Mer n'est pas réductible à une vision de carte postale. Elle porte en elle les strates successives de son histoire et l'empreinte de son passé transmis en héritage. Parce que là, évidemment, il y a eu un immense changement dans Saint-Jacques. C'est l'aspect actuel et l'aspect du début du siècle. Au début du siècle, il y avait le bourg de Saint-Jacques et ses rangées adossées au nord, qui les protégeaient des vents froids. Et Saint-Jacques actuel avec des maisons blanches un peu partout, des maisons modernes. Les touristes affluent à Saint-Jacques, des gens qui viennent pour les grèves, pour la pêche à pied, d'autres viennent pour la plaisance. Enfin, je pense que les gens qui viennent à Saint-Jacques sont des gens qui aiment Saint-Jacques. Quand je suis arrivé ici, la civilisation jacquine, ça allait disparaître quasiment sans laisser de traces. C'était de faire quelque chose pour les générations futures. Donc, un condensé de la vie de Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-la-Mer n'est pas une île. Ce n'est pas non plus une simple presqu'île. Son caractère et son identité se sont forgés au fil des siècles au contact de la mer et des éléments. Par essence et par nature, il en découle un enracinement farouche et un atavisme marin à toute épreuve. Ce qui fait dire à ses plus ardents défenseurs que Saint-Jacques-de-la-Mer a quelque chose de plus qu'une île.